Couvre-feu décalé à 23 h. Ce matin, le professeur Delfraissy estime qu'il sera difficile de prolonger le port du masque à l'extérieur au-delà de la fin juin. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, est l'invité de BFM TV ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été élu pour un premier mandat en 2014 et vous avez réuni 74% des voix dès le premier tour pour un deuxième mandat. Je crois que la France compte la plus grande communauté juive d'Europe. Bien. On va revenir dans quelques instants sur vos projets, vos travaux. Mais j'aimerais évidemment vous interroger sur les propos de Jean-Luc Mélenchon pour commencer. Ce système qui aurait fabriqué Emmanuel Macron et puis aussi des attentats ou des faits divers. Vous connaissez d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon? Je veux dire, vous le connaissez bien ou... Non. Pas plus que ça? Non, on s'est croisés, on a parlé une fois et justement je lui demandais des explications sur ses positions stupéfiantes par rapport... Alors à l'époque c'était... faut pas oublier l'historicité quand même des choses. Ouais. À l'époque c'était Corbyn en Angleterre défait par le CRIF. Je comprenais pas, je comprenais pas le rapport du CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, bien sûr, avec Corbyn en Grande-Bretagne. Mais absolument, chacun a sa logique. Et donc je lui dis, il faudrait peut-être qu'on parle. Mais là, je me dis qu'il y a quand même un vrai problème. Jouer sur des doutes, jouer sur des pulsions complotistes, comme s'il fallait absolument agréger à lui toute une frange de personnes qui refusent le principe de rationalité, qui est au cœur des Lumières. Je parle même plus de la République, je parle des Lumières. Or, c'est un homme qui a une culture, qui connaît le poids des mots, qui connaît les principes des idées. Quand il joue là-dessus, sur la déraison, il joue avec les instincts les plus sombres de l'âme des hommes, alors que les responsables politiques, quels qu'ils soient, les responsables religieux, les journalistes, doivent jouer sur une espérance, une élévation, une information. Vous donnez de l'information, il est aussi responsable de la transmission d'informations. Semer le doute et rien de pire. J'ose vous le dire, parce que dans la Bible, qui est un texte que je connais vaguement, en tout cas un peu mieux que la politique, on voit que les Hébreux arrivent à la porte de la Terre Sainte et des explorateurs sont envoyés par Moïse pour dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ils reviennent, ils disent la Terre est formidable, mais il y a un peuple puissant, je ne sais pas si on pourra. Le peuple s'est mis à pleurer. Ça a défait le peuple. Quand on veut défaire la société, quelle qu'elle soit, on instille le doute dans son esprit. Or, je pense que les responsables politiques ont ce devoir de parler de la raison. Donc vous estimez au fond que Jean-Luc Mélenchon, par son intelligence, surtout qu'on en parle trop, son érudition, son expérience, son passé, au fond, il maîtrise ses propos. Ouais. Parce qu'il y a un doute là-dessus. On se dit, est-ce qu'il ne s'est pas emporté? Il s'emporte tous les jours. Ouais. La République, c'est lui la veille. Là maintenant, la République est défaite, puisque, enfin, c'est quand même terrifiant. Parce que moi, j'ai vu Samuel Sandler, qui est mon ami, qui est le père de Jonathan Sandler assassiné à Toulouse, qui est le grand-père d'Arié et Gabriel, qui est l'ami de la petite Myriam Monsonego. Ces 4 personnes, vous pensez vraiment que c'est organisé? Et d'ailleurs, c'est le type même du complotisme. Vraiment. Je ne veux pas vous faire une analyse là-dessus, mais qui consiste pas à dire, voilà, le responsable consiste à dire, moi je pose des questions, j'en sais rien. Les négationnistes font la même chose, pardon. Ils disent, moi, le chambre à gaz, je dis pas que ça n'a pas existé, mais j'en ai pas vu. Et donc, dès que vous instillez du doute, vous créez une sorte de défiance généralisée. Vous ne trouvez pas que la société est assez une société de défiance pour qu'on n'essaie pas au contraire de construire de la confiance dans l'information? Vous avez mis en place, vous les journalistes, mais vraiment il faut le dire et le répéter jour et nuit, vous avez mis en place des systèmes pour lutter contre la désinformation. On vérifie les faits. Vous l'avez fait, vous le faites, et c'est très important. Moi, en tant qu'auditeur, téléspectateur, j'aime qu'on me dise, un tel a dit ça, non, c'est pas vrai. Voilà, factuellement, voilà les chiffres, voilà la réalité. Alors bien sûr, un autre va interpréter, c'est comme les soirs d'élection, chacun interprète que c'est une victoire même quand il prend les déculottés les plus mémorables. Mais là, il y a une réalité des faits, j'oserais dire à Jean-Luc Mélenchon, les faits sont têtus. Donc c'est impardonnable? C'est lourd, c'est violent dans la déconstruction d'une société dans laquelle on essaie de construire jour après jour un peu plus de liens, un peu plus de fraternité. Écoutons ensemble Samuel Sandler, vous l'évoquiez à l'instant. C'est mélanger vraiment une souffrance avec de la politique politicienne de bas étage, hein, je suis désolé.
qu'il revienne au moins sur ses propos, de dire que lorsqu'il parle de complot, que c'était pas un complot, qu'il revoit au moins, qu'il s'intéresse au moins au délibéré du procès, c'était clair. Donc c'était vraiment, encore une fois, c'était une attaque de l'islam radical qui condamne une fois pour toutes l'extrémisme et le séparatisme. Et parce que avec de tels propos, je reprends une phrase du rapport de Jean-Christophe Ruffin qui dit on alimente de façon subliminale l'extrémisme et l'islamisme radical de façon subliminale. Et c'est ce qu'il fait. C'est exactement ce que vous disiez à l'instant, Raïm Corsia. Avec l'extrême humanité de Samuel Sandler qu'on vient de voir, il espère encore le retour, qu'il s'amende. Mais le mal est fait. Ouais. Le message subliminal dont il parle, il a déjà envoyé aux personnes qu'il veut viser. C'est pour ça que maintenant, il y a un véritable problème de légitimité de la parole des uns des autres qui peuvent dire et n'importe quoi. Et ça modèle la société. Le simple fait que nous en parlions ensemble maintenant modèle la société. Des excuses, c'est ce que demande Samuel Sandler. Samuel est celui qui souffre. Et nous souffrons tous en tant que citoyens attachés à la vérité des choses. Maintenant, il s'excuse, mais je vous dis, le mal est fait. Donc, il faudrait vraiment... Enfin, il ne s'excuse pas, mais il souhaiterait des excuses, Samuel Sandler. Il a raison de les demander. Il a raison de les demander. Le complotisme est-il presque toujours lié à l'antisémitisme? C'est terrifiant ce que vous dites, mais c'est malheureusement vrai. Sur le Covid, alors oui, on a parlé du labo à Wuhan, ok, mais sur Internet, c'est incroyable. Comme brusquement les thèses les plus antisémites réapparaissent. Internet, c'est l'agora dans lequel toutes les haines se déversent en pensant que l'anonymat protège. Voilà pourquoi il y avait une loi formidable qui a été malheureusement sabrée par le Conseil constitutionnel qui pénalisait les fournisseurs de réseaux, non pas exclusivement les contenus, mais les fournisseurs de réseaux. Moi, je pense qu'il faut à un moment sanctionner. Il y a une responsabilité. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un ici qui va dire des horreurs. Ah non. Et vous l'arrêterez s'il le fait. Pourquoi Google, Facebook ne le font pas? Il serait condamné, et moi aussi. Enfin, oui, disons la chaîne. Mais, oui, mais pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Pourquoi la haine, on ne peut pas la déverser ici et on peut la déverser ailleurs? Alors qu'elle impacte... Parce que les réseaux ne sont pas régulés. Samuel Paty a été assassiné, il a été égorgé à cause de cette haine sur Internet. Et ça, on dirait qu'on ne retient pas les leçons. Est-ce que... Lorsque vous entendez parler du système, enfin, qu'est-ce que vous entendez d'ailleurs? Quand vous entendez parler du système, vous dites quoi? C'est quoi le système pour vous? Ça représente quoi? Et est-ce que d'une certaine façon, vous avez le sentiment que, insidieusement, les Juifs sont visés? Non, je ne trouve pas que dans ces mots, c'était ce qui était dit. Mais c'était un message... Je ne parle pas forcément de Jean-Luc Mélenchon, voilà. Je veux dire, en général... lorsque ce terme est utilisé? Il y a une défiance envers des gens qui seraient surinformés, des gens qui sauraient, des gens qui piloteraient. En fait, c'est la trame même de toutes les thèses antisémites, les protocoles sages de Sion, toute cette construction qui a été littéraire, qui a été ensuite... qui a utilisé tous les réseaux. Moi, j'estime que l'antisémitisme est un virus, pardon de parler de virus, mutant. Il mute avec les peurs et les phobies des époques. Et donc, de manière évidente pour moi, il faut lutter de manière mutante contre ce virus et utiliser tous les moyens, dont Internet, justement, pour remettre du contenu et pour être capable de défendre ce que nous sommes. Au fond, est-ce que le judaïsme a aussi quelque chose à apporter? Et quand Manuel Valls dit devant l'hypercachère « La France sans les Juifs n'est plus la France », il nous dit que nous devons apporter ce que nous sommes, comme les catholiques, les protestants, les musulmans, les athées, parce que nous faisons société tous ensemble et la société dans son ensemble s'appauvrirait s'il n'y avait pas l'apport de chacun. Et ce qu'on voit là, c'est la négation de cela, c'est la suspicion généralisée sur tout. Tu fais ça, tu dis ça, mais tu vises autre chose. Non, je vise à construire la société, peut-être même à la réparer tout juste, ça serait déjà pas mal. L'antisémitisme en France, il est combattu, bien sûr, mais il existe toujours. Je parle des faits, ce qu'on appelle des plaintes à caractère antisémite ou des violences à caractère antisémite. Et encore, il n'y a pas tout. Ouais. Vous savez qu'il n'y a pas tout.
C'est ce qui est recensé. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se disent à quoi ça sert, ça va encore attirer l'attention sur moi, je vais devoir donner mon nom, je vais devoir aller dans un commissariat ou à une gendarmerie, pas forcément être compris. Voilà pourquoi avec le ministère de l'Intérieur, on a insisté pour développer la capacité à préparer, préparer les commissariats et les gendarmeries à ce type d'accueil, pour donner le sentiment que les pouvoirs publics, l'ordre et l'état de droit doit toujours et partout s'appliquer. Et donc, il faut vraiment une attention de tous les instants contre l'antisémitisme et contre tous les racismes, parce que ça défait la société, ça segmente la société, ça oppose les uns aux autres, alors qu'on doit vivre ensemble au sens de construire du possible. Vous diriez que cet antisémitisme en France, il progresse, il est tant qu'il régresse toujours... Ouais. Il progresse. Il ne régresse pas. C'est Bob Dylan qu'on peut citer maintenant, qu'il a le prix Nobel de littérature. Même avant. Oui, même avant, si on aime Bob Dylan. Bob Dylan dit une chose magnifique. Quiconque n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. Tant qu'on n'est pas occupé à lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre le rejet, on est en train de le cautionner d'une manière ou d'une autre. Et il faut lutter sans aucune faiblesse. J'ai encore une question d'actualité pour vous. Avant d'évoquer, j'aimerais aussi que vous nous racontiez votre rôle, au fond, ce qui est votre boulot. Mais la réédition de Mein Kampf, extrêmement cadrée d'ailleurs, par Fayard, dans un livre... Pardon, je vous interromps, vous permettez? C'est pas Mein Kampf. C'est pas la réédition, c'est l'édition d'historiciser le mal. Absolument. Ça a son importance, je sais que vous êtes précis. Tout à fait. Il se trouve que j'ai vu ce livre, j'ai reçu ce livre. En effet, ce n'est pas Mein Kampf, vous avez tout à fait raison. C'est un livre qui encadre ce texte de façon exceptionnelle d'ailleurs, avec... Non? Si, mais c'est incroyable, parce que j'ai vu une remarque de quelqu'un, j'ai regardé, c'est vrai. Donc c'est un livre qui s'appelle Historiciser le mal, dans lequel il y a le texte de Mein Kampf au milieu, et à droite et à gauche et en dessous, des notes, des marges, des explications, des contextualisations, des destructions, bref, un apparat critique. Et quand vous regardez la page, ça ressemble, à une page du Talmud, dans laquelle il y a un texte au centre et les commentaires de Rachi, célèbre rabbin champenois, 1040-1105, et ses petits-fils, les tossafistes à droite. Comme si... Heureusement que c'est vous qui le dites. Non, parce que je dis... Sinon... Non, je le dis parce que je dis qu'il faut comprendre ce texte. Et moi, je me posais la question, je n'avais pas de dogme là-dedans, et j'ai été consulter Serge Klarsfeld. Parce que pour moi, c'est quasiment l'oracle. Serge Klarsfeld a consacré sa vie à exhumer de l'histoire les visages, les noms de tous les déportés, en particulier des enfants. Et je lui ai demandé, maître, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il m'a dit, on ne peut pas à la fois dire qu'on aurait dû comprendre ce qu'il disait pour anticiper et réagir, et aujourd'hui interdire de lire et de réagir. Et là où il a incroyablement raison, c'est que les mécanismes à l'œuvre pour détruire des personnes sont toujours les mêmes. Et nous devons le comprendre pour notre temps. Ce sont les mots qui ont détruit, qui ont sorti les Juifs de l'espace collectif en 40 et même avant en Allemagne. Ce sont les mots qui risquent de les sortir et sortir tant et tant de personnes de notre espace collectif. Donc il faut lutter contre ça. Et moi je trouve extraordinaire ce qu'ont fait les éditions Fayard. Ils ont respecté toutes les demandes de tous les intervenants. Il y a des Vorka, ils ont demandé, vous avez pu le voir, une couverture blanche, pas les codes couleurs habituels rouge et noir, pas le nom d'auteur en gros dessus. Bref, ils ont tout respecté, pas de vente simple, il faut commander. Autrement dit, c'est un outil pour détruire l'endoctrinement potentiel de tant et tant de personnes, et je trouve important. Vous êtes donc réélu grand rabbin de France, d'ailleurs, donc on élit le grand rabbin de France. Quelle est votre principale fonction? Est-ce que vous êtes uniquement un responsable religieux? Jusqu'où va... Maintenant, on dit périmètre, c'est un drôle de mot, mais si je devais vous poser la question de cette façon... Alors, dites plutôt plurimètre. Plurimètre. D'accord. On va inventer le mot, parce que c'est une question très juste que vous posez. Je ne suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plus haute autorité du judaïsme, non. Je co-mande, avec. Par exemple, l'institution dans laquelle je me trouve, qui est napoléonienne, le consistoire, est présidé par un président, Joël Mergui, et votre serviteur, on est le grand rabbin. Il y a un bureau de cette association, il y a un conseil, et il y a des responsables communautaires partout en France.
nous devons absolument... Moi, j'estime que mon rôle, c'est tisser du lien entre toutes ces institutions, ces communautés, plus tisser du lien entre toutes les institutions de la communauté juive, et tisser du lien avec toutes les institutions de la République, tisser du lien avec les cultes, les autres cultes, tisser du lien en permanence pour bâtir, finalement, la fraternité, ce qui est au cœur du projet religieux et du projet civique. Le projet citoyen est fondé aussi sur la fraternité. On a bien vu le 11 janvier 2015 à quel point cette fraternité nous manquait. Nous avons marché dans les rues pour dire nous redemandons de la fraternité. Et donc mon rôle, c'est aussi avec le président du consistoire et avec tous les responsables consistoriaux partout en France de proposer une vision du judaïsme qui s'intègre dans la République. Et vous savez que la devise de notre institution, c'est religion et patrie. Donc vous discutez avec les représentants de l'islam Évidemment. en France. Évidemment. Ouais. Et c'est un discours qui est constructif? Très constructif. Nous avons des problématiques communes. On discute avec le catholicisme, le protestantisme, l'islam, le bouddhisme, l'orthodoxie, avec le monde maçon, avec les athées, avec toutes celles et tous ceux qui veulent construire la société. Et personne ne peut dire j'ai la vérité. C'est ça la grandeur de la laïcité. Personne ne peut dire j'ai la vérité. Ni moi, ni personne. On dit j'ai notre part de vérité. Merci beaucoup, Raïm Corsia. Merci d'être venu ce matin sur BFM TV. Plaisir. Je rappelle que vous avez donc été réélu grand rabbin de France, 11h16 sur BFM TV. Benoît Galeret est de retour pour évoquer